Donc vous allez dire encore le jardin des Tuileries, car nous venons très souvent vous parler de ce jardin. Alors je suis déjà venue vous parler du jardin des Tuileries qui a inspiré les écrivains. Je suis venue au colloque sur jardin et littérature, un très grand souvenir pour moi et je pense pour tous les participants. Maxime Maurice, ici présent, vous a parlé il n'y a pas si longtemps, au printemps, des dernières restaurations, recréations, rénovations qu'il a beaucoup contribué à mener. Aujourd'hui, je veux vous parler de photographie. Quand j'ai pris mon poste en 2015, je savais que je devais m'occuper de la conservation des sculptures, qui est ma spécialité d'origine, mais on m'avait dit aussi que j'allais être l'historienne du jardin des Tuileries et des autres jardins gérés par le musée du Louvre. Alors, il y avait déjà eu beaucoup de recherches, une iconographie très importante, consignée dans des ouvrages. Mais en fait, nous vivons aujourd'hui à l'époque où on a accès à des bases de données, ce qui a tout changé au monde de la recherche. Et donc, dès qu'on commence à taper sur des moteurs de recherche de bases de données, le mot Tuileries, jardin des Tuileries, les images arrivent en nombre. J'allais dire que c'est une véritable avalanche. Donc, je me suis demandé comment j'allais gérer cette abondance. Et en même temps, je ne peux pas passer, même si j'aimerais bien, toutes mes journées à ne faire que rechercher des images et essayer de les interpréter, de les comprendre. Donc, je me suis rapprochée de l'école du Louvre, merveilleuse école d'histoire de l'art dont je suis moi-même issue et où j'enseigne depuis 25 ans. Et il y a à l'école du Louvre un enseignement d'histoire de la photographie depuis maintenant 20 ans, avec un master de recherche. Donc, comme j'étais très amie avec Dominique de Fonréau, grande spécialiste de photographie qui animait ce séminaire de recherche, je lui ai demandé de lancer une série d'études à raison d'une par an. Et donc, 4 mémoires ont été soutenues. C'est simplement chronologique. La première étudiante a travaillé sur les Tuileries comme sujet photographique depuis les pionniers, depuis 1839. Et la toute dernière a travaillé sur la photographie humaniste entre les années 30 et 60. Et cette année, on relance, il y a à peu près un sujet tous les 2 ans. Cette année, on lance un nouveau sujet sur les agences photographiques qui sont une création spécifique des années 50. J'espère qu'un étudiant va prendre ce sujet. Donc, sont sortis de ces mémoires des corpus d'images avec des analyses. J'en suis à plus de 1500 images, sans compter toutes celles que je trouve, et je peux vous dire qu'il y en a toutes les semaines. C'est absolument impressionnant. C'est un jardin tellement célèbre, tellement central, tellement photographié, tout simplement parce qu'il est public, avec une grande amplitude d'ouverture horaire, en été de 7h à 23h. Donc, c'est un jardin qui a toujours attiré les photographes comme un aimant. Et c'est ce dont je voudrais vous parler en tentant une synthèse aujourd'hui. Donc je vais être aussi chronologique, puis après je vais me concentrer sur quelques photographes, certains dont vous connaissez les noms, d'autres moins. Alors d'abord, les pionniers de la photographie se sont intéressés au jardin des Tuileries, pas forcément pour lui-même, mais tout simplement en raison de sa position centrale dans Paris. Alors pourquoi les jardins ? Pourquoi les palais? Pourquoi le plein air? Parce que la photographie, quand elle commence à être mise au point à partir des années 1820-1830, quand elle est officiellement déclarée à la Chambre des députés par Arago en 1839, c'est une technique qui sert finalement à capter la lumière, à essayer de mettre au point une impression sur une plaque de ce que la lumière produit, pour schématiser. Et c'est donc l'invention de ce que vous connaissez sous le nom un peu barbare de daguerréotype, invention par Monsieur Daguerre. Les daguerréotypes, ce sont des objets absolument minuscules, ça tient dans une main,
Ce ne sont pas des tirages, ce sont des objets uniques. Il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de double, de triple, et avec une qualité de définition de l'image exceptionnelle, de sorte que quand on zoome aujourd'hui sur une numérisation d'un daguerréotype, on obtient un niveau de détail qui n'a jamais été atteint depuis. Donc voilà, par exemple, un photographe, on voit bien où il s'est installé, M. Daguerre, sur le quai d'en face, et son sujet, c'est le Palais des Tuileries, c'est la Seine, donc un paysage déjà souvent traité évidemment par des dessinateurs, par des peintres, par des graveurs. Donc il essaie de reproduire d'une certaine manière ce que faisaient les artistes traditionnels. Et par chance, eh bien, on voit un bout du jardin des Tuileries. Nous sommes sous la monarchie de Juillet. Donc ce sont des œuvres extrêmement précieuses, hein, très très fragiles. Et vous voyez les dimensions, 16,2 par 21,3 cm. C'est vraiment tout petit. Le sujet n'est pas le jardin, mais effectivement, quand on zoome, on obtient ce genre de détails. Alors là, le Metropolitan Museum of Art de New York, qui possède ce daguerréotype, 13 cm par 18 cm, par Choiselat et Rattel, eh bien, il offre aujourd'hui, quand on va sur le site du Met, une possibilité d'agrandir. Et ça, pour nous, c'est extrêmement précieux parce que toute cette zone du jardin a considérablement changé. L'entrée elle-même, la terrasse, ce qu'on appelle les réservés, c'était toute cette partie du jardin que Louis-Philippe avait fait transformer au pied du Palais des Tuileries. Tout cela a énormément changé aujourd'hui. Et les détails sont tels qu'on voit par exemple une échelle de jardinier et on peut compter les barreaux de l'échelle. C'est vraiment exceptionnel. Alors le sujet, là, n'est toujours pas le jardin lui-même. Moi, je considère que c'est le jardin parce que j'arrive justement à zoomer et à interpréter cette partie. Ce qu'on considère comme une icône vraiment des débuts de la photographie, c'est cette vue du jardin des Tuileries qui malheureusement n'a pas été acquise par une collection publique française. Je ne sais pas où elle est aujourd'hui. Elle est passée en vente en 2012. C'est un cliché très fascinant qui a été pris par Hippolyte Bayard, un des grands pionniers de la photographie. Nous sommes en 1849, 10 ans après l'invention officielle de la photographie. Et Hippolyte Bayard s'est placé dans un endroit qui est assez difficile à comprendre. En fait, vous voyez la Chambre des députés, la place de la Concorde à droite, mais il vous manque un repère fondamental dans le paysage ici, qui est tout simplement le musée de l'Orangerie, qui n'a pas encore été construite puisqu'elle le sera seulement sous le Second Empire, quelques années plus tard. Donc on a ici l'angle sud-ouest du jardin des Tuileries, entre la Seine et la place de la Concorde et le grand bassin octogonal, qui est une vaste canopée, quelque chose d'assez refermé, et on mesure bien en regardant ce cliché à quel point la création de l'orangerie d'un côté et du jeu de paume de l'autre a supprimé en réalité de la végétation. C'est fort dommageable. Donc ce cliché a été pris par Hippolyte Bayard, tout simplement depuis l'endroit où il travaillait, parce qu'il n'a jamais réussi à vivre de la photographie. Et il était fonctionnaire au ministère des Finances, qui se trouvait à l'époque rue de Rivoli, à peu près à l'emplacement actuel de l'hôtel Meurice, pas très loin de la place de la Concorde. Donc il a pris ça sur ses heures de travail, il a posé là son appareil. Alors, vont se répandre assez vite des vues, cette fois-ci beaucoup plus officielles. L'intérêt des photographes, c'est le palais lui-même, beaucoup plus que le jardin. C'est ce palais des Tuileries, déjà transformé au fil des siècles, hérité de la Renaissance, mais qui va connaître des transformations plus importantes encore sous le Second Empire. Donc, vous le savez, Napoléon III est un empereur moderne, et la photographie est un art qui l'intéresse prodigieusement. Donc il va avoir des photographes officiels, jeter son dévolu sur certains d'entre eux. Et je voudrais attirer surtout votre attention sur l'image en bas
à droite de Frédéric Martins, qui est prise véritablement du palais des Tuileries. Vous savez que ce palais a brûlé sous la Commune et a été détruit définitivement en 1883. Donc c'est un point de vue que nous n'aurons plus jamais et qui a été pris avec l'autorisation de l'empereur depuis le palais. C'est une des très rares photographies qui donne une idée des transformations opérées sous le Second Empire à la demande de l'empereur et qui montre que le jardin avait été considérablement modifié pour être visible à partir du palais. Je n'insiste pas sur ce point, mais c'est vraiment pour nous une vue extrêmement précieuse datant de 1868. Donc voilà un autre exemple, là aussi de point de vue que nous n'aurons plus jamais puisque le palais n'existe plus. Là, c'est vraiment une forme de photographie officielle. Ce sont les frères Mayer qui vont devenir, une fois qu'ils seront associés à un troisième larron qui s'appelait Pierson, une sorte d'agence photographique officielle du pouvoir au service de la propagande. Ici, nous sommes en 1855, c'est l'année de l'exposition universelle de Paris. Donc on voit bien à quoi cette image doit servir. C'est ce que voit l'empereur depuis son palais. Alors, certaines photographies ont été dénichées, je dois dire, par les étudiantes qui ont travaillé sous la direction de Dominique de Fonréau et la mienne. Voici une traduction que j'ai faite en inversé d'un négatif très très fragile qui a été réalisé par Charles Nègre. Charles Nègre, c'est un photographe tout à fait extraordinaire, qui est surtout connu pour ses portraits de chiffonniers et de miséreux dans les rues de Paris. Mais il a travaillé aussi officiellement pour l'empereur. Disons que ça a été un essai et qu'il n'y a pas eu de concrétisation de la commande. On lui a dit nous acceptons votre proposition qui est de photographier systématiquement le jardin des Tuileries et ses statues. Au départ, sa proposition était de photographier les œuvres du Louvre, et puis finalement, on a dit, écoutez, contentez-vous déjà de faire des vues de l'extérieur. Donc en 1859, à partir du mois de juin, il prend son appareil très lourd, avec des plaques de verre, et il commence à photographier systématiquement le jardin. Donc vous voyez que là aussi, il a l'autorisation de photographier depuis le palais des Tuileries. Et systématiquement, il photographie aussi toutes les sculptures. Mais il ne sera jamais payé. Donc on a simplement aux Archives nationales la liste de tout ce qu'il avait prévu, avec un petit changement de programme, et jamais de reconnaissance officielle. Donc ces clichés n'ont jamais atterri dans les collections publiques françaises, n'ont jamais été acquises par l'État français, et elles se trouvent sporadiquement dans différentes collections, donc là, à Toronto, au Canada. Et donc voilà un exemple de photographie prise par Charles Nègre, d'une de ces magnifiques sculptures. Aujourd'hui, ce sont des moulages à l'entrée dite Concorde du jardin. Donc là, c'était un don d'un descendant de Charles Nègre au musée d'Orsay en 1981. Alors se développe à l'époque l'ancêtre de la photographie touristique. Paris est touristique surtout depuis la fin des guerres napoléoniennes, depuis les années 1815-1820. Et assez vite, on comprend qu'il y a une exploitation commerciale à faire. Et quand l'étudiante a travaillé sur le sujet, je lui ai fait un petit reproche. Je lui ai dit, mais vous avez oublié de regarder les adresses des photographes qui figurent sur le côté de ces vues stéréoscopiques. Alors, les vues stéréoscopiques, c'est la même photo prise avec une très légère différence de position de l'appareil photo, de sorte que si vous regardez ça dans un appareil spécial, eh bien, les deux vues convergent et vous avez un sentiment de relief. Donc c'est l'ancêtre de la photographie en relief et du cinéma en relief. Donc on en trouve énormément sur les sites internet. Vous pouvez en acheter pour pas grand-chose. Et donc j'ai dit à mon étudiante, mais regardez, sur les plaques, on voit 156 rue des Rivoli. Et puis plus je regardais les images qu'elle avait trouvées,
Et plus je voyais 178 rue de Rivoli, etc. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, toute la rue de Rivoli, le long du jardin et dans la partie de la rue de Rivoli qui rejoint quasiment le Louvre, l'entrée du Louvre, il y avait là uniquement des photographes qui commercialisaient sur leur pas de porte toutes ces vues stéréoscopiques. Et alors, ce qui est amusant, c'est que nos bureaux, justement, le bureau de ceux qui gèrent le jardin des Tuileries, se trouvent précisément aux 180 rue de Rivoli, et que là, il y avait donc des photographes et déjà, à l'époque, des boutiques pour les touristes. Et puis, des entreprises étrangères s'en mêlent. Voilà, par exemple, Keystone, hein, un nom de photographe qui vous parle certainement, l'agence Keystone. Donc, on voit bien qu'il y a là toute une industrie touristique destinée à des touristes venant du monde entier, particulièrement du monde anglophone, qui se développe. Donc ces vues, pour nous, sont extrêmement précieuses parce qu'elles nous donnent des renseignements que nous n'aurions pas autrement. Donc ça vient combler les manques des archives. J'y reviendrai. Tout change après l'incendie du Palais des Tuileries, donc je ne vais pas trop insister là-dessus, parce que les ruines du palais restent pendant 12 ans. Il y a un véritable tourisme aussi des ruines qui se développe, une fascination pour ces ruines, car les ruines ont toujours une forme de beauté intrinsèque. Et j'aime particulièrement ce cliché du grand photographe Hippolyte Blancard, conservé à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, parce que c'est l'un des rares qui a été pris depuis l'Est, depuis l'actuel jardin du Carrousel, et où on voit la percée vers la grande allée du jardin des Tuileries, la percée vers l'ouest, vers la place de la Concorde et les Champs-Élysées. Et là, il y avait un travail de perspective particulièrement remarquable opéré par le photographe. C'est vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ce cliché absolument magnifique. Alors, beaucoup plus traditionnelles sont évidemment ces vues, avec quand même quelque chose d'assez intelligent. Le cadrage est très malin parce que le vase au premier rang crée un repoussoir. Ensuite, il amène par le truchement d'une statue intermédiaire, il amène la vue vers le palais et ses toits qui ont été purgés, cette grande coquille vide qui va rester si longtemps sous les yeux des Parisiens et des touristes. Et il y a en même temps ce dialogue entre la vie qui se développe dans le jardin. Le jardin n'a quasiment pas souffert de l'incendie, et puis la mort qui rôde tout de même dans cette ruine. Donc ça, c'est un photographe britannique dont le fond se trouve au Victoria and Albert Museum à Londres. À partir des années 1895-1900, se développent des vues beaucoup plus traditionnelles, très nombreuses, en carte postale ou non, j'y reviendrai. Donc les frères Zeberger sont un très bon exemple de ces photographes qui se sont concentrés sur la vie parisienne, pas seulement sur le jardin des Tuileries, à telle enseigne qu'il y a même une exposition qui a été organisée il y a quelques années sur les jardins de la Belle Époque photographiés par les frères Zeberger. Les cartes postales prennent la suite des vues stéréoscopiques. Donc là, je m'amuse à en acheter. Alors j'aimerais bien voir un gentil mécène qui me paye ces photos. C'est compliqué dans un musée comme le Louvre, qui a l'habitude d'acheter plutôt des œuvres à plusieurs millions d'euros, de dire j'aurais juste besoin qu'on m'achète quelques cartes postales. Chacune d'entre elles est à 2,50 €, 5 €. Bon, alors dans la mesure où ma bourse me le permet, j'avoue que je ne résiste pas, donc je vais sur eBay, je vais sur Delcamp. Et puis, au gré de nos projets de restauration, parfois je me dis, tiens, l'année où on a travaillé sur la restauration de la Grande Allée, bon, j'ai acheté quelques cartes postales, mais je ne suis pas Crésus, donc je cherche simplement un gentil mécène qui voudrait bien me donner 3 000 €, 5 000 € pour acheter en cumulant ce type de vue et puis les donner finalement au Louvre. Voilà. C'est toujours mon espoir depuis 8 ans, j'y arriverai. Alors ces cartes postales aussi, elles sont très intéressantes, mais pas faciles à dater. Donc il y a plusieurs façons de dater une carte postale. D'abord, l'indication sur la carte postale elle-même. Et on ne le sait pas toujours, mais autrefois les gens écrivaient sur le verso et pas sur le recto et pas forcément sur le verso. Donc là, voilà, on est très content quand on trouve 16 mars 1904. Ça ne veut pas dire que la photo date de 1904, évidemment qu'elle a pu être antérieure.
On regarde le timbre, on arrive à lire 1907. On se renseigne aussi, on sait qu'il y a une série, Paris, ses squares et ses jardins, qui a couvert tous les jardins parisiens. C'est formidable. J'essaie de l'acquérir, il m'en manque plus que 2. Vous voyez que je ne suis pas focalisée que sur les Tuileries. Et puis, il y a aussi en bas des indications. Alors, LJ, par exemple, à Angoulême, et là, il y a des passionnés de cartes postales qui sont capables de vous dire que LJ a été fondée en telle année, puis a disparu en telle année. Angoulême étant une ville de la papeterie, ça a été un lieu aussi de production de cartes postales très important. Et donc, ça sert aussi à mesurer le temps qui passe, à mesurer aussi comment l'automobile remplace les voitures hippomobiles, les fiacres, les berlines, etc. Ça permet aussi de se rendre compte de la manière dont les arbres évoluent. Donc, petit à petit, j'en viens à l'aspect documentaire, évidemment, comment on peut interpréter. Vous voyez que des arbres qui, sur la carte postale du Haut, vers 1900, sont encore assez jeunes, ont pris de l'ampleur. Alors, sont les mêmes, c'est toute la difficulté de l'interprétation. Et puis, un petit détail amusant, on nous reproche toujours, vous savez, la fête foraine, les occupations le long de l'esplanade des Feuillants, mais il y en avait déjà à l'époque. Voilà. Il y avait le premier salon de l'automobile, par exemple, a été organisé sur cette esplanade et cette terrasse des Feuillants en 1898. C'est drôle d'imaginer ça. Alors maintenant, je vais vous parler de 4 photographes qui ont été vraiment des amoureux des Tuileries pour différentes raisons et à qui nous devons des séries de clichés. Alors il y a mon grand chéri, je dois le dire, qui s'appelle Eugène Atget. Vous avez certainement entendu ce nom. C'est un photographe qui a beaucoup représenté le Paris d'autrefois, le Paris sur le point de disparaître, les vitrines, les boutiques, les intérieurs. Mais il s'est aussi beaucoup concentré sur les jardins. Donc il y a des très belles photographies de Saint-Cloud, quand Saint-Cloud était une ruine, de Versailles avant la restauration de Versailles, de Sceaux, et puis des très belles photographies des Tuileries qui nous sont extrêmement utiles parce que son sujet, c'est le jardin, mais c'est surtout les sculptures. Alors Atget est un personnage assez fascinant qui a été redécouvert tardivement par les surréalistes, alors qu'il venait de mourir, ou il était sur le point de mourir en 1927. Au départ, il est comédien, il devient photographe très tard, il décide de laisser tomber son métier et de systématiser ses sujets, en espérant vendre des séries complètes. Donc il en a vendu au musée Carnavalet, à l'école des beaux-arts, aux arts décoratifs, etc. Et puis, son fonds a été racheté par une grande photographe américaine, Berenice Abbott, qui en a fait don ensuite au Museum of Modern Art, au MoMA, à New York. Donc en fait, le fonds le plus important d'Atget est aux États-Unis, au MoMA. Et Atget a arpenté les Tuileries et vraiment photographié systématiquement toutes les sculptures, juste avant la Première Guerre mondiale et un petit peu après encore. Alors, les datations sont assez floues. Et voilà, par exemple, les exèdres, dont la restauration vient d'être menée sous la conduite de Maxime Maurice et dont il vous a parlé récemment. Donc là où aujourd'hui il y a un bassin, c'était enherbé. Et puis, c'est là où les dates sont floues et mériteraient d'être affinées. On sait qu'à un moment aussi, on a installé là, entre ces 2 sculptures héritées de la Révolution, ce qu'on appelait des corbeilles avec de la mosaïculture, une plante exotique qui forme comme un jet jaillissant de cette corbeille. Donc évidemment, un type d'installation végétale qu'on ne ferait plus du tout aujourd'hui. Donc par contraste, et pour vous amuser, voilà à quoi ressemblait ce bassin il y a quelques jours en pleine installation d'œuvres contemporaines. Donc on voit que ça a beaucoup évolué. Et en fait, les photos d'Atget sont d'une extrême précision. Je ne l'ai pas fait exprès, mais j'ai pris quasiment le même angle de vue, en fait. Vraiment, je n'en avais pas l'intention et ça fonctionne plutôt bien. Alors, le deuxième grand amoureux des Tuileries, c'est André Kertész. Alors, j'aime bien insister sur le fait que
Les grands photographes, surtout dans l'entre-deux-guerres, sont souvent des étrangers qui viennent de pays où ils sont malheureux, où la politique ne leur permet pas de s'exprimer. Donc André Kertész vient de Budapest et il arrive en France en 1925 et il est absolument ébloui par Paris et par la France. Et il crée de sa propre initiative des séries qu'il poursuit sur parfois une dizaine d'années. Donc la série La France, 1926-1936, vous voyez. Et le regard de l'étranger est justement particulièrement intéressant parce qu'il a un regard neuf, un regard de découvreur. Il y a un regard de piéton qui ne cesse de marcher. Les photographes sont des grands marcheurs, des arpenteurs du territoire parisien et des rues et des jardins et des parcs. Et André Kertész donc, produit ici cette merveilleuse représentation d'un très joli monument qui a été déplacé depuis, un monument à Charles Perrault, donc il faut l'imaginer juché sur son buste, et tout autour une ronde de fillettes qui le remercient d'avoir créé des beaux contes de fées, et puis un petit chat botté absolument délicieux. Et avec malice, Kertész a saisi une deuxième ronde, cette fois-ci des enfants vivants, à l'arrière-plan sur la terrasse. C'est une photographie absolument délicieuse. Et Kertész a légué tout son fonds à la médiathèque du patrimoine et de la photographie à Charenton, qui est une mine pour moi. Troisième photographe, Henri Cartier-Bresson, un nom très très connu. Alors Cartier-Bresson, ça c'est formidable, il aime tellement le jardin des Tuileries qu'il vit au-dessus du jardin, dans un appartement. Il y a vécu près de 30 ans, je crois, qui est situé au 198 rue de Rivoli, très près de l'actuel monument à Jules Ferry. Et il a donc une vue, il habite au dernier étage dans la mansarde avec un petit balcon, et il a une vue plongeante sur le jardin. Et tout au long de sa vie, donc ça dure 3 décennies, il photographie le jardin. Et donc ce sont des photographies absolument passionnantes. Alors, chef-d'œuvre de légèreté, regardez ici, ce travail de parallélisme des verticales des hommes qui jouent aux boules, verticales des arbres, verticales plus légères, plus discrètes des barreaux, des garde-corps en métal, verticales des grilles, et puis analogie aussi très fréquente entre l'arbre et l'être humain, une analogie qui date de l'Antiquité, et puis ce travail très discret sur les ombres. On peut deviner à peu près quelle heure il est, il doit être 13h, 14h. Nous sommes en 1976, une année sur laquelle je reviendrai. Donc vraiment un chef-d'œuvre de la photographie. C'est une œuvre assez célèbre dans l'œuvre de Cartier-Bresson. D'autres clichés, celui-là on est assez proche du travail de Kertész par exemple. C'est le lien entre les personnages figés, les statues, et puis les passants qui ne se doutent pas du tout qu'elles sont photographiées. Donc c'est un travail que beaucoup, un contraste que beaucoup de photographes ont développé. Là, c'est un peu pareil, c'est assez amusant parce que nous sommes donc, on peut quasiment voir, oui, on peut voir les fenêtres de Cartier-Bresson. On est quasiment là, voilà à peu près. Donc vous voyez, il descend de chez lui, il saisit la scène, on voit qu'il est en chemin, on ne sait pas exactement pour où, et il capte l'instant. Et là aussi, il y a un travail de parallélisme, évidemment, entre les jambes du génie de la civilisation à l'arrière de ce monument à Jules Ferry. Et c'est la partie colonialiste du monument. Et puis les jambes de ces gamins qui jouent. Donc ce qui est assez drôle, il y a une forme de permanence, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore les enfants des écoles du quartier qui font du sport tous les mercredis à cet endroit-là. Et puis, il capte aussi la vie du jardin. Alors ça, c'est pas forcément la partie la plus gaie. Donc, vous voyez, il va dans les marges. Là, il est sur la terrasse du bord de l'eau. Il tourne le dos à la Seine. Il y a à gauche un espace qui est aujourd'hui dévolu aux jardiniers, qu'à l'époque, on appelait le théâtre de verdure. Et on voit bien que les chaises sont remisées ici en vue d'un spectacle.
et puis l'arbre abattu, tronçonné, débité en grumes, en rondelles. Et donc un travail aussi sur l'accumulation, le nombre, l'effet de nombre en fait, qui est extrêmement subtil. Alors Cartier-Bresson s'est marié tardivement avec Martine Franck, qui avait 30 ans de moins que lui. Le couple fut très heureux, toujours dans ce fameux appartement. Et Martine Franck, qui était belge d'origine, a un œuvre de photographe. Et elle est aux premières loges depuis son appartement, au moment où les forains de Marcel Campion envahissent le jardin. Ils n'ont pas le droit d'y être, mais ils y viennent et leur présence va être pérennisée par le ministre de la Culture, Jacques Lang. Et elle assiste au montage de la roue. Alors on peut penser ce qu'on veut de cette fête foraine, mais je dois dire qu'une roue de fête foraine, c'est quand même extrêmement télégénique et photogénique. Et elle a tout de suite compris ce potentiel en 1985. Et puis, comme beaucoup de photographes, dès qu'il neige, ils se précipitent dans le jardin. Donc là aussi, un travail sur les troncs grêles, d'autant plus grêles que la neige s'imprime et forme comme deux fins troncs parallèles. Les chaises, d'un modèle qui n'existe plus au jardin, un peu abîmé, et l'absence, le vide. Je trouve si on devait mettre un son sur cette image, on n'en mettrait aucun. C'est-à-dire on a vraiment le sentiment que la neige feutre tous les bruits et que le silence n'est pas que visuel, qu'il est aussi sonore. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre, cette photographie. Et vous reconnaissez à gauche l'exèdre. Alors, les photographies, elles m'intéressent d'un point de vue esthétique, je suis historienne de l'art, mais aussi parce qu'elles nous apportent des informations à titre documentaire, des informations sur le climat. Par exemple, le fameux hiver de 1940, c'était la guerre, mais cet hiver a été le plus rude depuis 1838. Je vous renvoie à un site merveilleux qui s'appelle Météo Paris, et qui donne des informations pas seulement sur Paris, des informations de prévision et aussi sur le passé météorologique de la France dans toutes les régions. Et là, j'ai appris qu'en janvier 1940, il avait fait jusqu'à -24 à Metz et à Nancy, et qu'à Paris, il avait fait -15. Donc, pour une fois, le grand bassin des Tuileries était complètement gelé, et vous devinez un peu les barbes de glace qui descendent de part et d'autre de cette fontaine du XVIIe siècle. Donc Roger Paris, c'est un photographe très très intéressant, français, hein, son nom sonne un peu anglais, mais il était français, et qui a tenu absolument pendant la guerre à représenter la manière dont la vie continuait malgré les difficultés. Et donc il y a une forme d'optimisme dans ces photographies, derrière une apparente tristesse. Les photographies nous donnent des informations sur le végétal. J'en ai déjà parlé, par exemple, à propos de cette photographie d'Eugène Atget. Elles nous renseignent, par exemple, sur les arbres. Donc, quand on joue au jeu des comparaisons avec les arbres actuels, il peut arriver qu'on reconnaisse la silhouette d'arbres qui sont toujours en place. Là, ce n'est pas le cas. Mais enfin, c'est un petit jeu auquel on se livre de temps en temps dans l'équipe. Et puis, se pose la question de la couleur, car ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est noir et blanc, c'est sépia, mais la couleur n'intervient pas. Alors, je vous rappelle que l'invention de la photographie en couleur, elle est due aux frères Lumière, les mêmes que ceux qui ont inventé le cinéma. Elle date de 1903, elle est commercialisée en 1907. Et il y a un personnage qui va particulièrement exploiter les possibilités de la photographie en couleur, c'est le grand mécène Albert Kahn, un banquier qui a créé les jardins Albert Kahn à Boulogne, mais qui a eu une idée folle à partir des années 1908, c'est d'envoyer des photographes partout dans le monde. Ça s'appelle les Archives de la planète. Ce musée a été racheté par les Hauts-de-Seine et on peut consulter les clichés qui ont été pris par des photographes envoyés dans toutes les contrées du monde. Mais Paris aussi a été couvert par ces photographes, et notamment par Georges Chevalier. Donc voilà un autochrome
C'est très petit, hein, ça fait 12 par 9, donc ce qu'on présente, c'est plus des tirages dans des expositions. Et là, la photo est prise depuis la terrasse du bord de l'eau. On est à peu près au-dessus des locaux des jardiniers actuels. Et on se rend compte que la physionomie du jardin a beaucoup changé. Mais on reconnaît quand même les silhouettes des arbres les plus anciens. Je crois que j'ai un détail. Voilà. Et puis on regarde la manière dont sont organisées les plates-bandes. Des plates-bandes qui sont en légère pente, protégées par des barrières hautes à hauteur d'appui, ce qui paraît complètement invraisemblable aujourd'hui, et puis des arbres taillés en cubes, en rond, enfin des taupières. Ça n'est pas très heureux du point de vue de notre goût. Et au loin, on voit aussi sur l'allée des orangers, et ça c'est très important parce que ça nous donne la couleur des bacs à orangers, qui étaient, semble-t-il, blancs, gris clair à l'époque, alors qu'aujourd'hui ils sont verts. Donc ce sont des informations extrêmement précieuses, et quand on zoome, on peut arriver parfois à identifier les plantes mises en place dans les massifs. Et on se rend compte qu'il y avait effectivement des annuels, comme aujourd'hui, et des vivaces. Alors quand on regarde par exemple cette photographie de Cartier-Bresson, que je vous ai déjà montrée, on a des informations aussi sur la taille des arbres, et regardez, on voit très bien que sur cette terrasse est pratiqué ce qui se pratique toujours, c'est-à-dire quand un arbre est atteint, est malade, on le remplace, d'où des arbres d'âge très différents, ce qui est très frappant encore aujourd'hui dans le jardin. Voilà. On voit très bien que dans ces années-là, on a été obligé de replanter beaucoup. C'est 76, c'est la grande sécheresse. C'est aussi la période de la graphiose de l'orme. On a perdu plus de 300 ormes cette année-là dans le jardin des Tuileries. Les photographies nous donnent des informations sur l'histoire. Je voudrais me concentrer par exemple uniquement sur la période de la guerre, et ce parce que je vais publier dans quelques jours dans la revue germanique internationale un article sur la manière dont le jardin des Tuileries a toujours été au cœur des conflits franco-allemands, avec des destructions, des invasions. Donc, ce dont on ne se doute pas aujourd'hui. Donc cette opposition entre le jardin, qui a priori est un symbole de paix et d'entente et d'harmonie, et puis la guerre qui n'a rien à faire dans un jardin. Donc je vous ai parlé de Roger Paris tout à l'heure. Là, c'est un autre photographe, Noël Le Boyer, merveilleux photographe, qui veut montrer que malgré la présence des Allemands, on est déjà sous l'occupation après juin 40, eh bien, les Parisiens continuent à essayer de vivre le moins malheureux possible, et que les jardins les y aident beaucoup. Donc on sait que le jardin des Tuileries a été extrêmement fréquenté pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, à la fin de la guerre, au moment de la libération de Paris, en fait, les derniers combats vont se dérouler précisément dans le jardin des Tuileries. Pourquoi ? Parce que le commandant du Grosse Paris, le célèbre von Choltitz, avait ses quartiers généraux dans l'hôtel Meurice qui donne sur le jardin. Donc il fallait vraiment capturer von Choltitz, qui a été réalisé enfin le 25 août 1944, et les combats se sont arrêtés à ce moment-là. Donc il y a un photographe qui, de sa propre initiative, est allé dans le jardin pour photographier le jardin abîmé par la guerre, et la satisfaction qu'il y a à voir que ce tank ne va plus faire de dégâts, ne va plus tuer personne, ne va plus abîmer la moindre feuille. Donc tank devant l'orangerie, 1944. Il s'agit d'une série d'hommages de guerre qui couvre l'ensemble de la ville de Paris, par Emmanuel Louis Masse, un photographe qu'on connaissait peu et qui est maintenant un petit peu mieux étudié. Je voudrais insister maintenant sur 3 photographies très très célèbres. Parmi les plus connues, il y a celle de Doisneau qui s'appelle Amour et barbelé, que je n'ai pas eu le droit de reproduire en entier. Il aurait fallu payer des droits, donc j'ai utilisé la photographie de cet ouvrage magnifique que j'ai en ma possession, qui s'appelle Doisneau 40-44, avec des textes de l'historien Pascal Horry, et qui arrive à raconter la libération de Paris. Et donc, c'est une photographie extrêmement puissante,
parce qu'elle montre bien que la guerre n'a pas raison de l'amour. Donc c'est plutôt « faites l'amour, pas la guerre » en réalité, un slogan qui n'existait pas encore à l'époque que je sache, et qui a valeur vraiment de déclaration de paix, si je puis dire. Alors il y a un petit malin sur Facebook qui a fait des photomontages et qui a essayé de trouver photo après photo. Il a pris des photos de la libération de Paris, il a essayé de retrouver les endroits, donc c'est assez frappant. Donc on est bien sur la terrasse du bord de l'eau, dans un endroit encore aujourd'hui peu fréquenté, parce que la circulation automobile en contrebas n'est pas très agréable, mais qui est un lieu où souvent vont s'isoler des amoureux parce qu'ils savent que personne ne va les embêter. Donc j'avoue qu'un jour, j'ai trouvé un jeune couple manifestement en pleine action, à peu près à cet endroit-là. Alors, je ne sais pas s'ils rejouaient la photographie, mais en tout cas, ils étaient très tranquilles quand je les ai dérangés, où je me suis éclipsée. Donc je renvoie à une... Alors d'abord, j'ai été merveilleusement accueillie par les filles de Robert Doisneau, qui veillent sur l'héritage de leur père, dans l'atelier Robert Doisneau à Montrouge, et qui m'ont signalé qu'une exposition allait ouvrir dans quelques jours à Champigny-sur-Marne, au musée de la Résistance nationale, sur cette période, et qui s'appelle Robert Doisneau, l'esprit de résistance. Donc j'en profite pour faire de la pub pour cette exposition, si vous passez par là-bas. Autre cliché très célèbre que vous avez certainement déjà vu ou entreaperçu, qui a longtemps été... Moi, je l'ai en carte postale, par exemple. On est un peu plus tard, en 1952. Donc là, je vous parle de photographes qui sont assimilés à un courant qu'on appelle la photographie humaniste, j'y reviendrai, où vraiment c'est l'humain qui est au cœur de la photographie. Le photographe est un passant, un promeneur, il déambule dans Paris et il saisit des scènes qui mettent vraiment l'humain au cœur de la photographie. Donc on voit bien que c'est là une réponse aux recherches très très formalistes des photographes dans l'entre-deux-guerres, par exemple, qui faisaient des expériences en chambre et qui finalement ne sortaient plus dans la rue. Je force un peu le trait, mais c'était un peu ça. Et puis aussi, après les désastres de la guerre, après les horreurs de la Shoah, c'est remettre effectivement l'homme dans toute sa dignité au cœur de l'art. Alors ce sont des photographes qui travaillent souvent pour des magazines, qui sont plus connus comme étant des photoreporters, des journalistes reporters, qui publient dans des grands magazines et qui constituent aussi des agences, donc l'agence Magnum par exemple, qui est très importante encore aujourd'hui. Donc Marc Ribou, il est mort il n'y a pas si longtemps, en 2016. Il est surtout connu pour avoir été reporter de guerre et reporter en Extrême-Orient. C'est la raison pour laquelle son fonds d'archives se trouve aujourd'hui au Musée national des arts asiatiques, Guimet, le MNAG. Donc ce cliché se trouve dans plusieurs collections nationales, au Musée d'art moderne de la ville de Paris et aussi au Musée Guimet. Et on retrouve cette idée de la ronde. On est toujours dans l'esplanade Les Feuillants, encore aujourd'hui très utilisée par des enfants quand elle est vide, avec ce petit clin d'œil de la référence au monument à Jules Ferry, au fond, qui s'enlève sur l'architecture du pavillon de Marsan. Et on voit comment c'est une sorte d'hommage finalement à Jules Ferry, à qui nous devons les grandes lois scolaires de l'éducation primaire, de l'école primaire, publique, laïque, obligatoire, et aussi à qui nous devons l'enseignement obligatoire du sport à l'école, ce qu'on appelait les bataillons scolaires dans un premier temps. Donc ce qui est aussi très joli, c'est une espèce de basculement de l'image, elle est volontairement penchée, ce qui donne quelque chose de beaucoup plus dynamique. Et puis, on peut imaginer une planche contact avec plusieurs clichés et la sélection de l'un d'entre eux avec un dynamisme qui joue évidemment sur les contrastes entre le sol très clair, stabilisé, et puis ces enfants habillés en foncé. Et une troisième photographie, très 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 célèbre, qui existait, je me souviens quand j'étais petite, elle existait en poster par exemple, d'un photographe dont le pseudonyme était Isis, qui était d'origine lituanienne, juif lituanien qui avait fui les persécutions.
arrivé en France dans les années 30 et qu'il a produit une image assez différente, c'est-à-dire que le manège des Tuileries, qui n'existe plus en tant que tel aujourd'hui, qui est aujourd'hui un manège bien moins esthétiquement intéressant, c'est le moins qu'on puisse dire, il saisit ce manège. Alors, on est aux Tuileries, mais à la limite, on pourrait être dans un autre jardin. Et c'est l'absence, là, qui est représentée. Donc, une sorte de mouvement arrêté. Et aucun enfant, là, n'est plus sur le manège. Et donc, je trouve que c'est une image qui a quelque chose de mnésique. C'est-à-dire que moi, très souvent, quand je fais des visites du jardin, les gens me disent « Ah, mais ici », les personnes les plus âgées me disent « Moi, j'ai bien connu le Guignol dans cette partie du jardin. Il y avait un manège qui était autrement plus beau. Et il y avait des chevaux hygiéniques. Et j'ai usé mes fonds de culotte ici. » Ça m'émeut toujours quand les gens me racontent ça. Et en fait, cette image, elle parle de ça. Elle parle de notre enfance et du fait que souvent, un jardin public est un jardin qui nous renvoie à nos premiers souvenirs d'enfance. Donc c'est ça aussi que raconte cette magnifique photographie. Alors pour la petite histoire, j'ai découvert il y a quelques années que ce manège historique, quand il a été démonté, a été sauvé in extremis par le Musée des Arts et Traditions Populaires de l'époque, qui est aujourd'hui le MUSEM à Marseille. Donc les éléments sont conservés. Et je vais terminer avec la mode aux Tuileries. Alors ça, c'est un sujet de recherche que je voudrais lancer. En fait, depuis le XVIIe siècle, en réalité, le jardin des Tuileries est un des lieux dans lesquels la mode se crée. Donc au XVIIe siècle, il faut imaginer, mesdames, même messieurs, si vous vouliez lancer la mode, votre couturière vous fabriquait une nouvelle tenue, mettons avec des falbalas, et qu'ensuite vous montiez au jardin des Tuileries sur les rampes, les fameuses rampes du fer à cheval, et là, vous montriez votre nouvelle tenue, et 2 ou 3 jours après, eh bien, il y avait des dessinateurs, des graveurs de mode, des chroniqueurs qui, dans la Gazette du Bon Ton, commentaient votre nouvelle tenue, et la mode était lancée. Donc, c'est une tradition extrêmement ancienne. J'espère que dans quelques années, je serai à même de vous proposer, pourquoi pas, une conférence sur la mode au Jardin des Tuileries. En tout cas, elle a attiré les photographes. Et voilà une photographie qui a été montrée tout récemment dans la première rétrospective de Frank Horvat après sa mort. Donc là aussi, un photographe d'origine étrangère, qui est donc mort en 2020, très âgé. Et cette photographie a été exposée donc, dans sa rétrospective au Jeu de Paume, dans le jardin même. Et j'étais un peu choquée parce que le titre est bien « Place de la Concorde » pour la revue Jardin des modes. Ça ne s'invente pas. En 1958. Sauf que, bon, nous ne sommes pas sur la place de la Concorde. Elle est un peu à droite de l'image, mais là, nous sommes bien dans le Jardin des Tuileries. Et en fait, Frank Horvat s'est placé sur la terrasse du Jeu de Paume, avec une vue en plongée, et il a utilisé son téléobjectif de telle sorte que ces statues qui sont séparées de je ne sais pas, 20-25 mètres aujourd'hui, on a l'impression qu'elles sont collées pratiquement l'une à l'autre. Et il a disposé ces mannequins en leur donnant un appareil photo à la main. Donc vous voyez l'ironie, il y a énormément de choses dans cette photographie. Si on l'analyse, il y a le jeu, encore une fois, entre la sculpture figée, les figures de pierre mortes, et puis les figures humaines vivantes. Il y a un jeu aussi entre masculin et féminin, parce qu'il s'agit là aussi de fleuves, la Seine, la Marne, la Loire et le Loiret. Et la Loire est un homme et le Loiret est une femme, parce que le Loiret, c'est l'affluent, donc ça ne peut être qu'une femme. Il y a un jeu sur le foncé, le clair. Et comme à l'époque, ces statues étaient très sales, regardez comme les socles sont absolument dégoûtants, eh bien, il peut placer un mannequin habillé en clair sur le fond sale du socle et inversement, un mannequin habillé en foncé sur le fond clair du sol. Et puis, il donne à ces mannequins un appareil photo. Donc, c'est un peu comme l'arroseur arrosé. C'est « tu nous photographies, Frank Horvat, mais nous aussi, nous te photographions. Nous aussi, nous pouvons te photographier. » Donc, c'est une photographie vraiment génialissime. Et quand on me dit que la mode c'est futile, que la photographie de mode c'est futile, je réponds non.
Et j'ai toujours envie de donner ce magnifique exemple de Frank Horvath. Donc voilà, il y a aussi des références. La référence, évidemment, c'est les mêmes statues, mais vues de l'autre côté qu'avait photographié Cartier-Bresson. Alors, il est fort probable qu'Horvath connaissait cette référence, qu'il l'avait en tête. Donc lui, il se place de l'autre côté, et ce n'est pas des jeunes filles qu'il passe. Donc le jeu de paume est derrière, c'est le bâtiment que vous devinez. Ce sont des mannequins qui posent. Donc il y a là une sophistication, c'est le contraire de la photographie naturelle, ce qui était aussi une façon de dire qu'un jardin, ça n'est pas la nature. Un jardin, c'est l'artifice, c'est l'homme dans la nature. Je ne sais pas si je suis claire. Et puis je vais terminer rapidement par des rencontres. Alors depuis que je suis en poste, j'ai rencontré 2 photographes dont j'admire particulièrement le travail. D'abord Hervé Bernard, il est venu ici faire une conférence en 2013, donc je ne vais pas beaucoup insister. C'est quelqu'un qui fréquente le jardin des Tuileries depuis plus de 30 ans. Donc là aussi, ces photos nous parlent d'un jardin qui n'est plus. Là, on est au milieu des salles vertes, dans lesquelles aujourd'hui on n'a plus du tout le droit d'aller. Il y a des panneaux interdits de marcher sur la pelouse. Il y avait à l'époque des statues, là c'est une représentation de l'hiver, des statues académiques de la fin du 19e siècle, pas très intéressantes, qui ont été remplacées depuis par des sculptures plus récentes en bronze. Et là encore, un jeu très amusant sur le bouger, les enfants flous qui n'arrêtent pas de bouger, et puis la statue qui se demande un peu ce qu'elle fait là. Donc Hervé Bernard, il a un site internet très très intéressant avec des analyses sur l'image, qui s'appelle Regard sur l'image, que je vous invite à aller visiter. Il y a beaucoup de photographies du jardin des Tuileries, tout à fait passionnantes. Et puis, Samia Abderrahmani, elle est née en 1972, et en fait, je l'ai rencontrée alors que j'étais en train de déplacer une sculpture de Mayol. Je ne sais pas pourquoi, on ne s'était jamais vu, alors que ça fait des années qu'elle vient aux Tuileries. Les jardiniers la connaissaient déjà très bien. Elle fait quasiment partie de l'équipe, enfin, c'est assez extraordinaire, mais c'est quelqu'un de très indépendant. Elle n'est pas du tout photographe professionnelle, elle ne vit pas de sa photographie, mais elle est présente, on la croise quasiment tous les jours. Donc là, je vais faire défiler ces images. Elle a plusieurs obsessions, plusieurs regards. Je trouve qu'elle voit ce que les gens ne voient pas. C'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence « Sous l'œil des photographes », parce que pour moi, un photographe digne de ce nom, c'est quelqu'un qui voit ce que nous ne voyons pas, qui nous fait voir ce que nous ne voyons pas. Et a fortiori, nous qui vivons tous les jours dans ce jardin des heures et des heures. Donc voilà une sculpture qui semble flotter, avec une ambiguïté entre les graminées tellement à la mode aujourd'hui et puis l'eau, les jets d'eau. Alors elle photographie les plantes, et puis elle met parfois des légendes assez amusantes avec des jeux de mots. Donc là, c'est de l'ail. Vous savez que le pluriel de l'ail, ce sont les os, A-U-L-X. Et elle a intitulé ça « Jumeaux ». Et oui, apostrophe A-U-L-X. Et alors, ce que vous avez remarqué, c'est que, en fait, jusqu'à présent, je vous ai montré des photographes qui photographient le jardin des Tuileries, mais pas forcément pour son aspect végétal. Donc le paradoxe est là, c'est que alors que assez vite on a pu faire finalement des photographies en gros plan, la plante et le végétal est rarement le sujet des photographies. Et elle n'hésite pas, elle plonge dans la plante et elle fait des feux d'artifice visuels, c'est absolument magnifique. Elle s'intéresse aussi aux animaux. Donc nous, on a énormément de canards. Donc cette année, on a battu, je dois dire, un record de naissance. Donc on avait une canne qui avait une quantité de canetons. Donc elle fait des espèces de... C'est presque comme des films avec des séquences où on voit la maman qui dit « Bon, écoutez, maintenant vous êtes grand, hein, et allez, lancez-vous, sautez dans l'eau ou franchissez le petit parapet. Ça n'est pas si haut que ça. » Et elle les pousse avec le bec. Voilà, et alors elle met des légendes amusantes. Celle-là m'a beaucoup fait rire, parce que c'est notre projet Niture. Voilà.
fameux slogan de Macron lors d'un meeting au moment où il briguait l'élection présidentielle, parce que c'est notre projet. Alors, elle joue aussi beaucoup sur les illusions d'optique, donc devant, derrière. Elle a un téléobjectif, pas très puissant, mais suffisant pour que là, on ait l'impression que le jet repousse l'oiseau ou que l'oiseau repousse le jet, alors qu'en réalité, l'oiseau est devant le jet. Mais parfois, on se demande où est le vent, où est l'avant, où est l'arrière. Voilà, c'est ce qu'elle fait par exemple là. Donc là, ça s'appelle la fakir. Donc c'est une femme qui est sur le mur de clôture. Derrière la grille, vous devinez derrière l'arc de triomphe du carrousel, les plantes au premier plan. Et bon voilà, inutile d'en rajouter, vous avez compris. Et il faut toujours une fraction de seconde pour saisir la chose. Parfois, elle redresse l'image, elle lui fait faire un quart de tour ou un tour complet. Et les ombres deviennent des sortes d'immeubles. Donc elle joue beaucoup avec les chaises, mais ça c'est une tradition très ancienne. Par exemple, il y a beaucoup de photographies d'André Kertész dans les années 20, donc il y a quand même un siècle où il joue beaucoup sur ces chaises. Et je vous ai montré la photo de Martine Franck où elle a joué sur les chaises sous la neige. Elle joue sur les reflets, donc il suffit de retourner l'image, la statue est à l'endroit. Et évidemment, cette statue de Diane, eh bien, elle va l'appeler Diane Aubin. Elle s'intéresse aussi, donc il y a un aspect social, c'est-à-dire que je trouve que son travail raconte beaucoup sur ce que le public fait de ce jardin, et notamment les pratiques sportives qui n'existaient pas il y a quelques années. Donc beaucoup de joggeurs qui arrivent très tôt le matin dès que les grilles sont ouvertes, et il y en a toute la journée. Donc là, il a plu, qu'à cela ne tienne, ce monsieur a décidé coûte que coûte de faire son jogging, plouc dans les flaques, et elle a retourné la photographie. Et donc, il faut imaginer qu'à l'origine, la photographie, eh bien, elle est dans l'autre sens. Donc ça donne une étrangeté, une poésie, où les flaques deviennent des sortes de nuages ou de nappes de brouillard. C'est beau, hein? Alors, elle vient parfois, comme elle est tout le temps là, au moment où on déplace des sculptures, avec l'entreprise Bovis, par exemple, qui est une entreprise spécialisée dans le transport d'œuvres d'art. Elle est présente, et là, quand je dis qu'elle voit ce que nous ne voyons pas, elle tourne autour du véhicule rutilant de Bovis, tout neuf. Voilà, Bovis, son logo, c'est Pégase. Et derrière, il y a une statue de Centaure, et elle appelle sa photographie Centaure. Voilà, moi, je ne l'avais pas vue. Et après, elle m'envoie les photos. Et là, je me dis, encore une fois, pendant que moi, je surveillais en bonne conservatrice, enfin, j'espère, le transport de l'œuvre d'art, elle furette. Et elle voit ce que les autres ne voient pas. Et puis, elle s'intéresse beaucoup aux enfants, aux familles. Donc, ça reste encore aujourd'hui, hein, on l'a vu à plusieurs reprises, mais un jardin dans lequel les enfants ont toute leur place. Mais les enfants, ils n'ont pas forcément besoin d'aller dans des aires de jeu pour jouer. Donc, la gamine a emmené son petit pot de billes et elle joue avec ses billes. Et c'est fascinant de se dire que ce sable, ce sol qu'on nous reproche souvent, qui est éblouissant, qui est poussiéreux, etc., qui vous abîme les chaussures, pour un enfant, c'est un endroit merveilleux parce que c'est un endroit où on peut jouer aux billes, où on peut faire des petits pâtés. Donc elle arrive à saisir ce genre de scène. L'enfant n'est pas reconnaissable, donc elle respecte le droit à l'image, évidemment. Voilà, je vous remercie de votre attention avec cette magnifique photo de Samia.